Autour de la table, Julie de la Sablière. Salut Julie, fondatrice de Little Wing. Erwan Tison, salut Erwan, directeur des études de l'Institut Sapiens. Et Mathieu Courtecuisse, salut Mathieu. Salut Stéphane. Le fondateur de SIA Partners. Question très ouverte. Vos impressions, Julie? Donc demain, l'épreuve de force. Demain, l'épreuve de force. On lit un peu partout, l'ambiance médiatique, je vais le dire comme ça, si tu lis le journal, tu regardes la télé, le gouvernement a perdu la main. J'ai l'impression que c'est l'ambiance médiatique. Alors, je suis pas tout à fait d'accord. Ce qu'on peut regretter sur ce débat de la réforme des retraites, c'est qu'effectivement, on avait un président qui voulait ni totem ni tabou en 2017. Et là, il a créé un beau totem avec l'âge de départ à la retraite, ce qui fait que on n'a pas du tout de débat renouvelé sur cette réforme des retraites. On n'a pas posé de nouvelles bases de débat. On n'a pas de consensus non plus sur la base de faits et ces fameux rapports du corps qui disent... selon l'interlocuteur, des choses différentes. Donc on peut regretter en tout cas que le débat finalement soit aussi stérile dans la manière dont on l'aborde, notamment sur les plateaux, mais dans tous les commentaires et toutes les analyses, avec effectivement ce que ça traduit du rapport au travail, mais on pourra y revenir dans notre société. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que on a 70% des Français qui sont contre cette réforme, mais 67% qui pensent qu'elle va aller au bout. Et que quelque part, ce totem est devenu aussi le symbole de la détermination à réformer du gouvernement. Et je trouve que côté syndicat, si le gouvernement est fragilisé, et c'est l'évidence, je pense que côté syndicat, on n'est pas... certes, il y a un front uni, mais les syndicats sont aussi très fragilisés, parce que je pense que le bascule du rapport au travail joue aussi sur l'adhésion aux syndicats, joue aussi sur les capacités de mobilisation. Et je trouve que les syndicats sont aussi très prudents dans la manière dont ils mobilisent, parce qu'ils ont peur de perdre la base d'adhésion de l'opinion et qu'ils ont peur de perdre aussi leur base d'adhésion. Pourquoi tu les sens prudents Parce qu'il y a, et d'ailleurs ça a été plutôt salué, le fait qu'ils ils font très attention à ce que les mobilisations ne perturbent pas trop, ne dressent pas l'opinion, ne leur fassent pas perdre cette base aussi d'adhésion de l'opinion. Et je pense qu'il y a encore une inquiétude quand même sur leur capacité à mobiliser. La dernière journée de mobilisation s'est plutôt bien passée. Enfin, plus que bien passé. Oui, mais je pense qu'il y a une vraie inquiétude, parce que quand on parle effectivement de changement du rapport au travail, de grande flemme, etc., ça se produit aussi sur les mobilisations. On va y revenir sur le changement du rapport au travail, mais quand tu dis, il est important ce chiffre-là, 70% qui sont contre, 67% qui pensent que ça va aller au bout, ça pose un problème démocratique, et néanmoins, tu avais plus d'1 million de personnes dans les rues. Oui, mais personne ne sait aujourd'hui, je pense dire, si la pression de la rue sera suffisante pour faire basculer le rapport de force. C'est-à-dire que si le gouvernement arrive à maintenir effectivement son âge de la retraite non négociable, comme disait Elisabeth Borne ce week-end, et qu'on arrive à discuter sur les autres sujets, notamment les femmes, et qui sont effectivement des sujets d'importance, et qu'ils arrivent à faire passer le projet, ça sera aussi... donc, finalement, je pense. Mais tu te rends compte que si effectivement, alors on va y aller. Donc il y a une année de cotisation en moins pour les carrières longues. C'est les deux trucs qui tiennent. Donc à peu près 1 milliard, 1 à 2 milliards. Et puis effectivement, peut-être encore 1 à 2 milliards à aller chercher, peut-être un peu plus. Erwan, tu me diras, pour améliorer le sort des femmes. Et c'est dire que non seulement tu vas faire. Tu vas bloquer, mais elle ne sera plus à l'équilibre. En plus, tu perds l'équilibre 2035. Ouais. Là, il est fictif, puisqu'il repose sur un chômage à 4,5%. Ça aurait pu être fait autrement. Il aurait pu, pour toi, c'est cette histoire de tabou et de totem des 64 ans, en frontal direct, qui est l'erreur de... C'est vrai que moi, je suis frappée de voir effectivement comme... 2017, il y avait ce projet de réforme systémique, sans doute plus intelligente, et qu'aujourd'hui, la plupart des interlocuteurs disent que cette réforme était très bien, il la combattait quand même à l'époque. Et Macron a renoncé, mais on sait dans quelles circonstances aussi il a renoncé. Et de revenir là sur un bon vieux débat stérile de réforme des retraites, c'est ça qui est hyper regrettable, évidemment. Erwan, on va revenir sur la capitalisation après, mais juste là sur... Le climat politico-social. Non, il y a deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Julie, mais le truc, c'est qu'on est sur un totem absolu. On sait très bien que l'âge de départ en retraite, déjà en plus, c'est pas forcément efficace d'un point de vue économique. C'est un totem plus psychologique, parce que tu t'inscris une borne pour les entreprises, t'inscris une borne pour les salariés, pour prévoir chacun sa carrière, etc. Mais on sait très bien que dans les pays, effectivement, qui ont mis cette borne-là, ceux qui peuvent travailler plus, ils vont au-delà. Ceux qui peuvent travailler moins parce qu'ils peuvent pas, ils sont cassés avant. Donc, on est vraiment dans de pur affichage
l'affichage politique. On est en train d'en faire la mère des réformes. On est en train d'en faire effectivement un événement public absolument incroyable. Les gens ne parlent plus que de retraite aujourd'hui. Je rejoins ce que dit Eric Le Boucher, alors qu'au final, cette retraite-là, de l'aveu même de la Première ministre, le but, c'est d'équilibrer en 2030. Or, on sait très bien que d'un point de vue tendanciel, le problème, c'est pas 2030, le problème, c'est à partir de 2040. Parce que 2040, c'est le pic de la population active sur ce siècle. Donc, à partir de là, tout le reste, c'est que la littérature. On est là juste pour dire, moi, j'ai fait ma propre réforme. On est dans une espèce d'hubris et d'égo politique absolu. Mais comment ça tourne, Erwan, pour toi, à ton avis, là ? Ça tourne qu'en fait, on va avoir un gouvernement qui va dire, moi, de toute façon, je fais 64. Il va tout lâcher, il va juste garder 64. Non, déjà, pour l'instant, tu es à 5 milliards de dépenses. Le texte n'est même pas encore arrivé à l'Assemblée nationale. Je vois que ça commence à s'effriter du côté des Républicains. Bon, les frondeurs sont plutôt, à mon avis, allés chercher du côté des Républicains que du côté d'En Marche. Parce qu'En Marche, le problème, c'est que... Tu sais, il y en a 3-4 aujourd'hui qui disent, je voterai pas la réforme. Une quinzaine, là, nous dit Le Monde oui, mais ce ils soir. le feront pas. Et puis, de toute façon, Macron, qu'est-ce qu'il va dire dans ces cas? Il dit, si vous votez pas, moi, je dissous et vous aurez pu votre l'étiquette derrière. Et puis, les mecs derrière, tu as vu comme ils ont tous peur quand tu discutes avec les députés aujourd'hui, ils ont tous peur de se retrouver au chômage. Tu as vu les articles sur les députés qui se retrouvent encore au chômage un an après leur élection parce qu'ils pensaient que tout le monde allait se pencher pour les recruter et que personne en final va les chercher parce que la politique aujourd'hui n'est plus aussi bien valorisée qu'avant. Donc du coup, il y aura une caporalisation qui va se faire de ce côté-là. Ils vont lâcher encore plus de l'Est. Donc au final, tu devais faire 15 milliards d'économies, 5 milliards de dépenses. Tu vas voir que tu vas arriver à 13 milliards d'économies, 10 milliards de dépenses. Et qu'en fait, on va avoir l'épaisseur du trait, on va avoir du coup une réforme qui va nous coûter peut-être plus cher que ce qui était prévu initialement, mais on pourra dire le quinquennat continue parce que justement, on a réformé les retraites. Et c'est que de l'affichage politique, malheureusement. Mathieu ? Alors moi, je vais m'exprimer plutôt en tant que responsable syndical. Là, du Syntec. Du Syntec. T'es sûr que tu t'exprimes en tant que responsable syndical? Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais nous, le risque qu'on voit, c'est surtout qu'il y a une immense occasion ratée, parce que là, en réalité, il ne va plus rien se passer sur le sujet des retraites pendant les 10 prochaines années, très probablement. Donc, en fait, quel que soit finalement le rendu de cette réforme, et on a des doutes sur le fait que la prochaine présidentielle se soit structurée autour de la réforme des retraites. Je pense que là, voilà, donc notre craint l'eau froide ou l'eau tiède d'ailleurs, je ne sais jamais trop. Voilà, donc nous, notre sujet, c'est d'essayer de travailler sur l'amélioration du texte. Et donc, en fait, au niveau du Syntec, nous, on a deux préoccupations. D'une part, c'est le maintien de la compétitivité de la France, parce que le sujet des retraites, c'est un élément majeur de la compétitivité. Et le deuxième élément, c'est comment on fait en sorte que l'emploi des seniors il s'améliore. Parce que de fait, France 2030, la relance du nucléaire, on ne le fera pas sans les seniors, vu la structuration aujourd'hui du marché de l'emploi et de la formation initiale. Donc on a soumis un certain nombre de propositions. Et on discute aujourd'hui avec les parlementaires, principalement de la majorité et des Républicains, pour pousser. Tu veux alors, on va rapidement, parce que voilà, tu veux une espèce de contrat senior, une espèce de contrat senior. Oui, voilà. C'est assez dit, spécifique. C'est-à-dire que c'est pas assez compliqué comme ça. Non, en fait, il y a deux. L'ensemble des contrats qui se chevauchent partout dans tous les sens. Là. Non, mais c'est un peu le fameux débat de la flexibilité. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, embaucher quelqu'un qui a plus de 55 ans pour une entreprise, c'est un risque majeur parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus lui demander de faire valoir ses droits à la retraite jusqu'à 70 ans. Donc en fait, ça inhibe d'emblée la possibilité de recruter. Donc c'est en gros des contrats de mission en réalité sous un statut de CDI qu'on souhaiterait développer. Et le deuxième aspect, c'est la retraite progressive, qui est un élément, qui est un dispositif qui existe déjà aujourd'hui, mais qui est très, très peu utilisé. Moi, j'en ai un dans mes effectifs. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué à activer. Ouais. Et il y a un enjeu majeur parce que c'est de pouvoir travailler sur des systèmes à la carte. Donc, au-delà du débat un peu factice de durée de cotisation versus l'âge légal, le sujet, c'est ça. Et puis enfin, nous, on a un autre cheval de bataille qui est une réforme majeure de la GIRC-ARCO avec, en réalité, ce qui avait été prévu dans la réforme précédente qui avait été débattue, c'est-à-dire sous la coupe d'Édouard Philippe, en fait, il y avait une diminution des cotisations obligatoires à 2 passes, c'est-à-dire 80 000 euros, en gros, de salaire. Et nous, on veut absolument qu'on revienne à ça parce que la spécificité de la France, on a une double spécificité, c'est qu'on a en gros entre 15 et 20 points de moins de seniors qui travaillent. Et aussi, on est les seuls à faire des cotisations obligatoires jusqu'à 320 000 euros par an de rémunération. Elles sont plafonnées beaucoup plus tôt dans les autres pays européens. Alors, dans tous les autres pays, le seul pays qui est au-dessus de 80 000 euros, en fait, c'est la France. Donc, dans tous les autres pays de l'OCDE. Donc, c'est une anomalie majeure qui grève, en fait, la compétitivité de l'emploi qualifié en France. Et ça, qui nourrit, effectivement, c'est vrai, des excédents importants
à l'Agir Carco. Ouais, sachant que ces excédents, on pourrait... Enfin, moi, je considère qu'à partir du moment où il y a des gens qui gagnent plus de 40, 50 000 euros par an, ils doivent avoir un niveau d'éducation suffisant pour choisir leur support d'épargne. Et en fait, aujourd'hui, on a des dispositifs existants qu'on peut arbitrer. Typiquement, c'est de basculer sur du PERCO. Le PERCO, en fait, c'est une réussite majeure du gouvernement actuel, enfin, dans sa majorité précédente, et qu'en fait, on pourrait totalement le développer en demandant aux entreprises aussi de faire des efforts supérieurs pour pouvoir promouvoir ces dispositifs. Et l'architecture est déjà en place en réalité. Donc c'est un jeu de vase communicant pour pas agiter le débat de la capitalisation, mais de dire, nous, on a des dispositifs existants. Le gouvernement précédent, en fait, avait prévu de plafonner à 80 000 euros les cotisations obligatoires. Et nous, c'est ce qu'on demande. On demande même, en fait, de descendre à 40 000. Hein, donc, bon, voilà. Mais justement, ça ouvre un peu la capitalisation. Parce que Erwan, donc Sapiens, a publié une note qui est intéressante parce qu'elle est crédible. Voilà. Et c'est ça. On entend beaucoup de discours sur la capitalisation. Le problème de la double cotisation n'est réglé par personne. Très très vite, vous le comprenez, si vous vous mettez à mettre deux systèmes en parallèle, enfin, c'est évidemment totalement ingérable pour ceux qui subiraient ces doubles cotisations. Et toi, ce que tu dis, c'est une petite part, finalement, de capitalisation au regard du massif qui resterait répartition. Tout à fait. Nous, ce qu'on propose, c'est en sanctuarisant le niveau de dépenses actuel, de profiter du creux démographique que nous, on a estimé à 2028. En fait, tout simplement, le décès des baby-boomers, c'est comme ça, mais c'est pas, c'est la vie. Pour le coup, c'est la mort, mais le décès, en fait, tu as deux conjonctions de plusieurs choses. Tu as la montée en charge de Touraine, plus éventuellement la réforme Borne, plus le décès des baby-boomers, qui fait qu'entre 2028 et 2042, tu as un creux générationnel qui fait que tu auras en tendance moins de retraités que ce que tu avais normalement dans une progression normale. Pour les amis mathématiciens qui nous regardent, en fait, la dérivée seconde est négative à partir de là. Ça ne veut pas dire qu'on baisse les dépenses, ça ne veut pas dire qu'il y a une cagnotte, ça veut dire qu'il y a une tendance qui est à ralentissement. On a estimé en fait que cette tendance-là, ça permettait de dégager 1 point de PIB de manière annuelle par rapport à ce que normalement on devrait dépenser dans une sanctuarisation à 14 de dépenses de retraite. Et donc du coup, on s'est dit, si jamais... Tu nous dis 1 point de PIB, ce que ça donne en milliards ? C'est 24-25. Voilà. Si jamais on avait... on ventilait du coup cet argent-là à partir de 2028 jusqu'en 2042 sur un fonds collectif dédié uniquement à la capitalisation, sans y toucher, donc bien sûr, donc en fait tu fais de l'accumulation pendant 14 ans, et bien à partir de 2042, tu peux verser 1 310 € en moyenne à chacun des actifs qui aura cotisé. Par an, hein. Par an. Ça fait un 13e mois. Pourquoi on a... Et donc, du coup, après, tu continues. Si jamais donc 2042, tu arrêtes le surplus parce qu'il n'y a plus de surplus, mais la puissance publique peut dire, je ventile un point de répartition vers la CAPI. Pourquoi 2042 ? Parce que, comme j'ai dit, à partir de 2040, c'est là où tu as une baisse tendancielle des actifs. Et donc, du coup, à partir de là, et là, le corps nous le dit, même dans ses estimations les plus fantasques et les plus optimistes, qu'en fait, tu as une baisse du niveau de vie des retraités de 30% par rapport à celui des actifs. Donc, en fait, le niveau de vie des retraités, à partir de 2050, va tomber en dessous du niveau de vie des retraités des années 70, donc quand on avait le phénomène des retraités pauvres. Donc en ne touchant pas à la borne au-delà de 2040, ce qu'est en train de faire le gouvernement, on assume le retour des retraités pauvres. Nous, ce fonds-là, c'est 565 milliards d'euros, donc avec un taux de rendement de 5%. 5%, c'est la moitié de ce que font les deux fonds en capitalisation qu'on a aujourd'hui en France, qui sont celui des pharmaciens et celui des fonctionnaires. Et je parle même pas qui marche très bien. Et je parle même pas du fonds de retraite, du fonds de réserve des retraites créé par Jospin, qui lui est à 11%. Le truc des fonctionnaires, c'est 10% par an de rendement ? Ils sont en 2020, ils font 9,8%. 2020. Ouais, mais après c'est tendanciel. Quand tu regardes, on a regardé sur les 10 dernières années, ils font 9,2% si je dis pas de. Sur les 10 c'est ça qu'il faut regarder. Sur les 10 dernières années, 9,2%. Petite parenthèse, la Banque mondiale vient de publier une superbe étude qui montre que de 1901 à 2001, le niveau de rendement annuel moyen des actions au niveau mondial est de 7%. Donc niveau mondial, 7% sur un siècle. Donc nous, on n'est qu'à 5%. Donc on est plus frileux que les hypothèses, certaines hypothèses et que l'observation empirique. Et du coup, en fait, à partir de là, tu peux du coup dégager un fonds de 565 milliards qui finance l'économie française, qui du coup compense la baisse à venir des pensions de retraite et qui surtout profitera à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande hypocrisie qu'on a sur la CAPI, c'est que ceux qui sont très riches peuvent faire de la CAPI. Ils achètent de l'immobilier, ils achètent des fonds actions, etc. Mais l'ouvrier à qui on prend, ou l'employé, je ne vais pas faire la lutte des classes, hein, mais la personne qui a du premier décile, il faut monter au 4e décile de revenus pour tomber sur une épargne à 4%. Propension marginale épargnée, 4%. Donc 4e décile, 4%. Au-delà, tu es à -1, -2, voire... Ces gens-là à qui on prend 26% de leur revenu brut tous les mois
pour justement financer un système pour des droits auxquels ils n'auront pas droit eux-mêmes, parce qu'ils auront 30% de baisse tendancielle par rapport à ceux de la retraite à qui ils financent, on pourrait du coup leur offrir la possibilité de constituer eux-mêmes leur propre capital. Et donc je ne comprends pas pourquoi, je ne dis pas que notre proposition est extraordinaire, c'est grand Stéphane Soumy qui dit qu'elle est intéressante, mais ça nous sonne. Non, qu'elle est crédible. Qu'elle est crédible et intéressante. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que dans ce pays qui, du coup, a à la fois un fort relent pour l'égalité et pour la redistribution, on a là un outil qui peut être fait grâce à la démographie et qui en plus se fait de manière totalement neutre sur les finances publiques, sur le coût du travail et sur les impôts sur les entreprises, et qui permettrait justement d'activer cette redistribution-là, tout en créant un fonds national pour notre économie. Allez voir sur le site de l'Institut Sapiens, hein, elle est totalement libre d'accès. Totalement libre d'accès, avec une vision des retraités sur la couverture. On va peut-être pas forcément partager, mais c'est mignon, voilà. C'est le problème des images libres de droit, c'est que on en a déjà parlé ensemble. Problème des images libres de droit. Il faut utiliser DALL-E pour... Non, mais tu vois, le truc qui reste pour moi, mais totalement incompréhensible, et je suis tout à fait... Julie a tout à fait résumé mon état d'esprit, c'est-à-dire, en fait, à un moment, on en discute ici, etc., mais à un moment, tu peux plus en parler, parce que tu as l'impression que tout a été dit. Mais ce que tu as dit là, c'est-à-dire, des gens à qui on prend 28% de leurs revenus pour financer des droits auxquels eux n'auront pas droit, que ça, à un moment, ça fasse pas. Et ces gens-là seront dans la rue. Et ces gens-là seront dans la rue demain pour dire on ne touche à rien. Mais bien sûr. Mais parce que c'est alors que c'est pas très compliqué, puis qu'ils le savent, ils voient bien, ils ont leur feuille de paye. Enfin, c'est clair. Et c'est parce que tu as de la démagogie, parce que le gouvernement. Mais c'est pas de la. Qu'est-ce que Non, mais il y a de la démagogie. Mais la feuille de paye, chacun il le voit quand même. Tu regardes ta feuille de paye, tu vois bien le brut, le net. En plus, maintenant, la part patronale, elle est quand même bien affichée. Enfin, c'est. Mais c'est parce que tu as de la démagogie d'un côté en disant vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, la baisse des pensions sera pas, il n'y aura pas de problème parce qu'on prendra les 13 milliards, j'ai vu de levée de fonds des startups, on va les prendre, on va prendre les 12 milliards de dividendes de Total, donc tu as de la démagogie de ce côté-là, et tu as une énorme démagogie, moi j'en veux énormément à la majorité qui a enterré la capitalisation. Quand tu discutes avec eux en off, ils te disent tous la capi c'est la seule solution. On ne peut pas le dire, pourquoi ? Parce que l'Élysée nous a ordonné de dire vous parlez pas de capi parce que moi j'ai peur pour la fin de mon mandat. Il y a le nouveau héros de la droite libérale, là, David Lisnard. T'en as trois, t'as David Lisnard, t'as Jean-Christophe Romantin et t'as Philippe Juvin. C'est les trois seules personnes qui moins bankable que le premier, quoi, oui, les deux autres. Voilà. Philippe Juvin, il prépare un projet de loi dessus. Ouais. Mais quand tu as des députés qui sont convaincus en off de l'utilité de ce système-là, qui le défendaient même il y a 6 mois, il y a 2 ans dans le projet de loi de 2019, comme il y avait un projet de capi à partir de 3 passes. Ils disaient que c'était fantastique, etc. Et maintenant, parce que 3 passes, il faut expliquer 3 passes. 3 plafonds de sécurité sociale. Plafond de sécurité sociale. Voilà. Le problème, c'est que là aujourd'hui, parce que l'Élysée a dit on ne parle pas de capi, plus personne ne parle de capi. Donc en fait, là, le système de retraite qui va complètement s'effondrer, on assume justement la paupérisation des retraités parce qu'il y a une personne qui a dit moi je veux pas qu'on m'emmerde sur BlackRock jusqu'à la fin de mon quinquennat. Voilà. Et donc du coup voilà ce qu'on en est aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait peut-être un peu plus de courage dans le débat politique aujourd'hui pour assumer les vraies solutions. Non, ce qui est insensé, c'est qu'effectivement il y a préfonds, enfin il y a la retraite de la fonction publique et la capitalisation pour les fonctionnaires. Mais même il y a le fonds, je sais plus comment ça s'appelle, fonds de réserve des retraites, le fonds de réserve des retraites, etc. Donc en fait cette réflexion elle est là et il suffirait de montrer sur la foi de l'expérience passée que ça fonctionne, quoi. Mais ce qu'ils font eux-mêmes d'ailleurs, c'est des trucs de Twitter, mais ça me fait toujours rigoler, et c'est vrai. C'est-à-dire que quand les écolos s'insurgent sur les dividendes de Total, la réponse est mais prenez-les. Prenez-les. Vous pouvez en être propriétaire de ces dividendes. En tout cas, il suffit d'être actionnaire de Total. En tout cas, nous, au niveau du Syntec, donc on a fait un sondage qu'on va publier cette semaine, qui est centré sur les cadres. Et par rapport aux 28% que tu évoquais, il y a une immense majorité des cadres qui demandent à une baisse de ces prélèvements. Donc ça, on l'a soumis aussi aux députés. Et pourtant, c'est les grands bataillons de la CFDT qui seront dans la rue demain. Oui, mais c'est aussi ceux qui ont voté pour la majorité actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont voté pour la majorité actuelle, c'est les retraités et les cadres. Et que en fait, aujourd'hui, il y a un désalignement en fait, de ce que présente cette majorité par rapport, en tout cas, aux intérêts des cadres actifs. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est là où je suis un petit peu en désaccord avec ce qui est présenté, ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on tue ces 28%. C'est-à-dire qu'on descende. Ouais. Parce qu'après, la capitalisation, chacun est assez grand pour savoir la gérer. Moi, je considère que les gens qui ont un certain niveau d'éducation, ils sont plus intelligents que les hommes et les femmes politiques pour pouvoir le faire. Attends, ce que tu as dit, Erwan, c'est très intéressant. Tu n'as de capacité d'épargne
qu'au-dessus de... Quatrième décile. Qu'au-dessus du quatrième décile. Sauf que 4%. Sauf qu'en fait, on peut utiliser des instruments comme les PERCO, et dans le dialogue social au sein des entreprises, on est en capacité de développer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut renvoyer non pas au niveau national, mais au niveau de l'entreprise, la capacité à négocier. Et moi, je suis absolument contre, parce que moi je suis libéral, je suis absolument contre l'idée d'avoir un dispositif national. Donc il faut que ça soit dans le dialogue social et au niveau des entreprises qu'on gère. Charge à imposer aux entreprises d'ouvrir une négociation sur ce sujet-là. Oui, parce que le dispositif national, il y aura toujours la tentation d'aller puiser dedans ce que l'histoire nous apprend. Vas-y, là-dessus, Erwan. J'arrête après là-dessus, mais c'est bien, moi ça m'intéresse. On sanctuarise deux choses. Premièrement, tu mets dans la Constitution, comme c'est fait par exemple pour le FRR, le fait c'était normalement prévu par Jospin de faire en sorte que les sommes ne sont allouées uniquement au financement des retraites, et tu le fais financer, tu le fais copiloter par les partenaires sociaux et géré par un consortium, donc BPI, Caisse des dépôts, consortium d'assureurs et de banquiers privés, et qui du coup sont les seuls maîtres de ventilation de ce truc-là. Jospin, quand il crée le fonds de réserve des retraites en 2001, si je ne dis pas de bêtises, au début, il le dote de 50 milliards, et le but, c'est qu'il arrive à 500 milliards à horizon 2015-2020 pour financer justement la baisse démographique. Le problème, c'est que tous les surplus chaque année sont servis à financer la CADES, donc du coup, tu n'as plus de renouvellement du capital. Caisse d'amortissement de la dette sociale. Et puis, il y avait une majorité à l'époque. C'est-à-dire que là, on est dans une donne politique qui est quand même très fragile. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à obtenir ce niveau d'engagement, moi, je ne crois pas que les conditions soient réunies. Non, mais ça, Erwan ne le croit pas non plus. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sors des concepts, tu te renvoies pas les mots à la figure, capitalisation, répartition, machin. Non, tu as un truc un peu complexe, parce que forcément, c'est un peu complexe, précis, où tu dis voilà ce que ça peut donner. Et c'est pas non plus le miroir aux alouettes, c'est ça qui est pas mal, quoi. C'est juste un 13e mois. Non, ça va pas non plus financer les retraites. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Toute petite sur le fait qu'on sait gérer son argent encore plus en un niveau de diplôme. Je rappelle que tous nos ministres de l'économie qui nous ont amené à 115% de dette ont tous été énarques. Donc je décorrélerai quand même le niveau de bonne gestion financière et le bon niveau d'éducation. Moi, c'est pas forcément un niveau de diplôme significatif. Après, quand même. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut parce qu'on a aussi un autre débat qui arrive dans le dialogue social, c'est le partage de la valeur. Donc on peut pas déconnecter le sujet des retraites de ce sujet-là malgré tout, et qu'en fait, à la fin, à un moment donné, il va bien falloir avoir des dispositifs qui vont venir repenser l'architecture de la participation aux bénéfices, de l'intéressement et des PERCO. Donc en fait, on pense qu'il y a quand même une opportunité de ce point de vue-là. Et le rapport... Tu négocies au niveau des entreprises. Sur le PERCO, ça veut dire que tu vas négocier avec tes salariés. Oui. Donc ils paieraient moins de cotisations typiquement pour la retraite si jamais ils souscrivaient. À partir du moment où on baisse la base des cotisations en retraite, ça fait il y a une question d'arbitrage. Est-ce que ça rentre dans du salaire net pour les salariés, ou est-ce qu'on préempte l'augmentation du salaire net et on le positionne dans du PERCO qui est défiscalisé, quoi. Et donc ça peut tout à fait se faire au niveau du dialogue social dans l'entreprise. Avec abondement de l'entreprise. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui se fait dans pas mal de boîtes. Ouais. Et aujourd'hui, on a quand même 6 millions. Aujourd'hui, des PERCO, c'est quand même le succès majeur en fait de ce qui s'est passé sur les dernières années avec la loi Pacte. Et donc, malheureusement, les dispositifs, on a aussi testé dans notre sondage, restent insuffisamment connus, et surtout des chefs d'entreprise. Mais l'effort en réalité se fait à architecture constante. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est juste une question de jeu de vase commun. Mais ça suppose d'avoir quand même une grosse boîte. Ça suppose d'avoir une masse de salariés qui rendent ton fonds à peu près non, parce que tu as des cohérent. tu as des PERCO qui sont accessibles et distribués à coût marginal très faible. C'est plutôt pour des boîtes où il y a au moins 20 personnes. Voilà. Mais à partir de là, ça couvre quand même pas mal de gens. Regardez. Le rapport au travail. Le dispositif de partage de la valeur, etc. Et c'est ce qui se passe en Allemagne. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est juste un alignement sur ce qui se passe en Allemagne. C'est pas partage de la valeur, là, c'est pas pareil. Non, mais je fais le parallèle parce que moi, je vois beaucoup entre tout ce qu'on nous dit comme facile et tellement accessible, et que tous les dispositifs existent et qu'il suffit de les utiliser, etc. Je constate juste à mon échelle que c'est quand même super complexe, et super complexe d'être bien accompagné pour les mettre en place. Et on n'a pas... je trouve que c'est pas si simple quand on est à l'échelle d'une petite entreprise, quoi. Quand même. Je vais te présenter Jérôme Dédéian, ma chère Julie, tu vas voir. Oui. Je connais. Il t'explique tout. Je pense que c'est plus intelligent de rendre ça obligatoire dans la discussion dans l'entreprise que de mettre en place un index sur les seniors, à titre personnel. Ah oui, sans doute. La grande flemme française, là, c'est vrai que j'avais mis en illustration, je lisais ce que disait Gilles Berset ce week-end dans le Figaro.
Je sais que tu fais beaucoup d'études, Julie, à droite à gauche sur le rapport au travail, travaille beaucoup sur les RH. À chaque fois qu'on a ce sujet réforme des retraites, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point le travail est tripalium et torture dans notre pays et qu'en fait on travaillerait toute notre vie que pour arriver à la retraite, comme si c'était la finalité ultime de l'existence. Et c'est quand même très frappant parce que c'est un débat qui renvoie tout de suite à condamner en bonne santé, la vie de la mort et à quel point c'est existentiel. Mais on est sûr qu'il y a une majorité de gens qui travaillent aujourd'hui qui jugent que c'est une souffrance. Enfin, écoute, moi, tous les baromètres que je lis depuis des mois me disent le contraire et me disent même très largement le contraire quand c'est des baromètres dans des catégories, tu vois, bien spécifiques. Il y a ce dernier sondage qui disait qu'en 90-60% des gens pensaient que le travail était très important dans leur vie et qu'on est tombé à 20%. Ah, mais c'est deux choses différentes. Donc, c'est deux choses différentes. Que tu aies gagné une ouverture d'esprit qui fasse que le travail est moins important, mais que ce soit une souffrance d'aller travailler, c'est deux choses différentes, je trouve. Alors, la souffrance, tu as aussi beaucoup d'éléments qui te montrent que elle augmente, elle est aussi peut-être mieux diagnostiquée, mieux mesurée. Qui est le cas burn-out, les pertes de sang. Enfin, tu vois bien quand même que leur rapport au travail est modifié et que Covid a encore accentué le trait assez fortement dans ce pays, quoi. Et donc on va avoir c'est là où c'est intéressant d'ailleurs quelque part de redemander et Bruno Le Maire dans le JDD qui reprenait à la fin du quoi qu'il en coûte et on va faire des revues de dépenses beaucoup plus précises, etc. C'est incroyable, une revue de dépenses, ça manquait en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il serait temps. Oh, mais on en a fait 25 par an. Non mais je pense qu'il y a un enjeu j'ai l'impression que le gouvernement se dit dans une espèce de travail il faut remettre la France au travail, quoi. Voilà. Dans cette idée de changer un peu la mentalité par rapport au travail, ce qui me semble une tâche complexe. T'as pas une autre lecture qui est que Bruno Le Maire est en train de se positionner dans un axe bien précis en vue de la future présidentielle. Darmanin dans un autre style. Darmanin dans un autre style et que ce quinquennat risque d'être très très long quand même. Très très long. Il va être assez long, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé, absolument. Ça laissera plus de place aux entreprises. C'est-à-dire si le gouvernement ne fait rien, au moins on pourra travailler. Oui. Voilà. Mais c'était une des hypothèses d'ailleurs juste après la présidentielle. Et puis en fait, non, ils n'y arrivent pas. On marque une pause.